Alors en manchette aujourd'hui, la bataille pour préserver le patrimoine bâti se déroule aussi à l'île du Pas et pas de patinoire au Parc Vaudreuil cette année à Berthier. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 5 novembre. Récemment, nous vous parlions du Comité pour la sauvegarde du monastère démonial de Berthier qui considère inconcevable que certains envisagent la démolition de ce bâtiment avec une architecture et une histoire bien spéciales. Nous vous avons d'ailleurs parlé du projet de reconversion du bâtiment qu'il propose. Eh bien, la lutte pour la sauvegarde du patrimoine bâti, elle prend plusieurs visages dans la région. Nous vous en présentons un autre aujourd'hui, cette fois à l'île du Pas. L'ancien presbytère de l'île du Pas est un bâtiment exceptionnel selon la MRC d'Autrey. Nous vous présentons aujourd'hui la première partie de notre rencontre cet été avec celui qui travaille fort pour sauver ce bijou. Et au cours de notre entretien, il aborde aussi la partie du rapport de la Vérificatrice générale du Québec qui porte sur la préservation du patrimoine bâti. Et les remarques de la Vérificatrice générale publiées en juin ont interpellé la ministre de la Culture et des Communications du Québec qui récemment a fait part de son intention de moderniser la loi à ce chapitre. Alors voici donc la première partie de notre rencontre avec un grand passionné du patrimoine bâti, M. Claude Arsenault. Mon nom est Claude Arsenault, nouveau résident de l'île du Pas depuis un an. Et j'ai fait l'acquisition du presbytère de l'île du Pas. Et c'est dans le but quand même d'en prendre soin. Oui, c'était l'objectif. C'est que, moi je suis un passionné de l'histoire, du patrimoine du Québec et tout. Et j'ai milité pendant 18 dernières années bénévolement au sein d'une société pour sauvegarder le patrimoine. Et qu'est-ce que je voulais faire à ma retraite? C'était de faire sauvegarde d'un bâtiment patrimonial. Donc, j'ai parcouru un petit peu le Québec. J'ai des amis dans le domaine qui m'ont aiguillé et tout. Et Clément Loca, un copain, me dit qu'il y avait le presbytère de l'île du Pas avant, l'hiver dernier. Et tout de suite, je suis venu à l'île du Pas, rencontrer les propriétaires et tout. Puis, j'étais emballé par le bâtiment. C'est un beau bâtiment qui a été construit en 1834-1834 sur les fondations du presbytère précédent qui datait des années 1750. Donc, et qui a été... comment dire ça, qui a pris l'aspect Second Empire vers 1887, en 1887 précisément. Et donc, Second Empire, c'est le deuxième étage mansarde et avec un peu de décoration et ainsi de suite, là, puis une belle galerie frontale et tout. Et avec des lucarnes cintrées. Donc, j'ai fait l'acquisition avec ma conjointe et notre fille habite ici. Le bâtiment, les anciens propriétaires en avaient bien pris soin, sauf que c'est sûr que la toiture, j'ai dû refaire la peinture de la toiture sur le dessus et il va y avoir les mansardes à faire bientôt. Il va y avoir les joints de pierre à refaire parce qu'il y a infiltration d'eau et le vent passe par là. Et aussi, l'extérieur, toute la galerie à refaire. Il y a quand même 155 pieds de galerie par 5 pieds de large et tout. Et mettre aussi un drain français. Donc, c'est pour vous dire, c'est que c'est seulement l'extérieur, puis c'est peut-être de l'ordre d'à peu près 100 000 de coût. Donc, c'est très onéreux, même si, il va me falloir de l'aide pour faire ces travaux-là. Mais sinon, en général, je fais à peu près 90 du travail moi-même, parce que ça ne le cache pas, c'est quand même coûteux, ces travaux-là, et ainsi de suite.
Et restaurer un bâtiment patrimonial, c'est un bâtiment qui a été étudié par la MRC d'Autrey et qui est considéré comme exceptionnel. Donc, c'est le seul bâtiment de ce niveau-là sur l'île du Pas et le seul bâtiment en pierre aussi. Donc, il n'est pas classé, n'est pas cité par la municipalité, mais il est dit exceptionnel par les spécialistes dans l'étude et tout. Donc, un bâtiment comme ça, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, d'énergie et beaucoup de sous pour le restaurer. Et l'intérieur, pour vous donner une idée, c'est qu'il y avait plusieurs couches d'épaisseur de murs à l'intérieur. On ne voyait même pas l'âtre pour le foyer, donc en belle pierre et tout. Donc, j'ai retiré les 3 couches de murs successives et le crépi et j'ai mis les pierres apparentes. Donc, ça va être très, très joli. Les planchers baissaient de cuisine, cela dit, de 3 pouces et quart, qui est à peu près 8 cm, donc qui est beaucoup, mais qui n'est pas surprenant pour un bâtiment patrimonial. Et pour quelqu'un qui a un problème de douleur de dos chronique, c'est pas trop bon d'avoir un plancher de hors niveau. Donc, j'ai dû mettre 4 poutres d'acier, 28 soliveaux nouveaux, et ainsi de suite, pour le redresser. Maintenant, cette partie-là va être bien, et ainsi que le deuxième étage qui correspond à cette partie-là. Donc, ça pour dire que c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail et tout, et ça prend des gens, passionnés, donc pas trop rationnels dans un sens, c'est que il faut mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est peut-être 3 ans de travail à temps plein pour le restaurer, le bâtiment, afin de faire en sorte, pour pouvoir lui assurer une pérennité, en voulant dire, il a besoin d'être mis, entre guillemets, aux normes, en voulant dire l'aqueduc et ainsi de suite. Il y a l'aqueduc qui date de 1917 à l'intérieur. Donc, c'est surprenant que les joints n'aient pas brisé. C'était tout du tuyau noir et ainsi de suite. La rouille là-dessus et tout. Là. Donc, il faut mettre ça aux normes d'aujourd'hui et ainsi de suite. Et même si c'est un vieux bâtiment, on ne va pas vivre dans un musée. Donc, il faut le mettre, pas au goût du jour, mais en voulant dire solide, puis peut-être de la céramique au lieu d'un plancher qui est plus très, très usé et tout. Mais pour qu'on puisse être à l'aise à l'intérieur avec hotte de cuisinière, fan pour les salles de bain et ainsi de suite, et avec un bon chauffage, il va y avoir une thermopompe qui va arriver. C'est sûr qu'en 1834, il n'y avait pas tout ça et tout, mais en cours de route, comme en 1917, il y a eu l'aqueduc qui a rentré ici. Dans les années, je crois, à peu près 1920, l'électricité est rentrée ici. Donc, une maison se doit aussi d'évoluer, mais au moins en gardant son cachet d'origine, et c'est ça qu'on va préserver. L'extérieur va être comme là. Et ce qu'on voit dans une photo de 1898 pour le presbytère, parce que le diocèse de Montréal, parce que Joliette et toute la région, l'île du Pas, faisaient partie du diocèse de Montréal. Ils ont fait une étude sur chacune des églises et presbytères, et on a une vieille photo du presbytère avec sa rallonge. Et il n'y a pas de toit sur la galerie, mais il y a quand même la galerie pleine largeur et tout. Ça veut dire que peut-être dans les années 1910-1920, ils ont mis la toiture sur la galerie, qui fait très, très joli. Et la galerie, elle fait tout le tour du presbytère, aux 3/4, sans la joue, qui est la cuisine d'été, et la chambre de la bonne à l'étage, du curé à l'époque, en 1887, Vincent Plinguet, le curé Vincent Plinguet. Et donc, on me disait que les anciens ici voyaient le curé
lire son chapelet, lire sa Bible tout le tour ici, là, sous la protection du toit en cas de pluie ou quoi que ce soit. Donc, on va préserver ça et tout. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que qu'il y a eu une étude avec un rapport avec la vérificatrice générale du Québec concernant le patrimoine bâti ici au Québec. Bon. Elle a fait un constat que tous les gens du milieu, les passionnés du patrimoine bâti ici au Québec, décriant la situation auparavant, en voulant dire que les bâtiments patrimoniaux, ils sont laissés à eux-mêmes, en voulant dire que, dans l'ancien village où j'habitais, j'ai vu 25 bâtiments patrimoniaux disparaître depuis que je suis tout petit. Donc, c'est qu'ils disparaissent tous un après l'autre. Donc, et souvent, c'est l'abus de l'usufruit. Donc, le propriétaire laisse dépérir un bâtiment pour dire à un moment donné, il n'y a plus rien à faire, on démolit, et ainsi de suite. Et ça se fait encore aujourd'hui, en 2017, 2018, 2019, 2020. Donc, c'est vraiment pernicieux. Ça fait en sorte que s'il y a des gens, je ne suis pas le seul là, qui restaure un vieux bâtiment, mais il y en a de moins en moins. Parce que, tout coûte plus cher aujourd'hui. Et, la plus jeune génération préfère avoir peut-être quelque chose de plus petit, plus neuf, et ainsi de suite, puis rien à faire, puis faire plutôt des loisirs, et ainsi de suite, que consacrer des années entières à restaurer un bâtiment, puis je ne remets pas en cause leur choix et tout, là, mais il en faut des gens pour prendre soin des vieux bâtiments et tout. Sauf que ces maisons-là sont laissées à eux-mêmes, puis aussi les propriétaires de ces maisons-là et tout. Bon, c'est que, moi j'ai la chance d'avoir un copain qui est architecte en bâtiments patrimoniaux et qui peut me conseiller sagement sur les actions que je dois prendre et tout. Mais sinon, c'est des coûts. Donc, il n'y a aucune aide financière, rien. Puis, c'est sûr que ce n'est pas une municipalité comme l'île du Pas, de 625 habitants, qui peut investir dans ce patrimoine-là en aidant les propriétaires du tout. Mais c'est le ministère de la Culture qui devrait s'impliquer auprès des propriétaires et tout. Parce que ce bien-là, c'est un bien collectif. Donc, oui, j'en suis propriétaire avec ma conjointe pour un certain temps. En voulant dire, nous, on espère de vivre très vieux, en santé, dans ce bâtiment-là. On le restaure comme si c'était pour toujours. Et on veut même faire une chambre au rez-de-chaussée quand on va être plus âgé. Comme ça, on n'aura plus besoin de monter les escaliers et ainsi de suite pour rester plus longtemps ici. Sauf que, après ça, je souhaite bien que ce soit à notre fille qui puisse prendre la relève et tout. Mais sinon, il faut faire en sorte que ce bâtiment-là puisse être, comment dire ça, sauvé, mais en voulant dire qu'il ne coûte plus peut-être 8 000 $ de chauffage par année. Parce que, ces murs-là étaient aucunement isolés. Donc, c'est un 30 pouces de maçonnerie, de pierre pleine et tout. Et après ça, 2 petits rangs de planches et c'est tout. Et les fenêtres, elles sont des travaux 1887. Là. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'air qui passe à travers, donc il faudra faire une intervention pour des coupes-froids et ainsi de suite. Donc, il faut faire en sorte que ce bâtiment ne coûte pas trop cher à chauffer, à utiliser, mais aussi qu'il soit confortable pour que les gens qui l'habitent soient heureux, puis bien, et ainsi de suite, afin d'assurer la pérennité du bâtiment. C'est ce qu'on veut faire présentement. Et pour en revenir au rapport de la vérificatrice générale du Québec, elle a fait un constat comme quoi que
le patrimoine bâti, je ne sais pas si elle a utilisé ce terme-là en perdition, mais ce l'est dans les faits, étant donné que le ministère de la Culture ne prend pas ses responsabilités pour protéger le patrimoine. Et même les bâtiments qui sont classés par Québec, le ministère n'intervient pas. Donc, moi, je connais des bâtiments classés du Québec en perdition et tout, là. Et aucune intervention du ministère. Et des bâtiments comme celui-ci, même s'il n'est pas reconnu par Québec ou cité par une municipalité, devrait être pris en considération afin d'assurer sa sauvegarde, en voulant dire avec des aides techniques, en voulant dire avec des experts conseils pour sa restauration, et aussi un soutien financier et tout. Puis, parce que moi, j'ai connu d'autres propriétaires qui ont restauré des maisons, dont à Vaudreuil, qui ont mis toute leur âme, tout leur cœur là-dedans et qui ont dû travailler 10 ans après une retraite qu'ils pensaient prendre à 65 ans et qui n'ont pas pu, pour payer les travaux et payer aussi les taxes supplémentaires que demandait la municipalité suite à leur intervention, à la restauration de leur bâtiment qui est magnifique aujourd'hui. Donc, les propriétaires, à certains cas, ils veulent préserver un patrimoine, mais en plus, ils mettent beaucoup d'argent et d'énergie, mais en plus, ils sont pénalisés à cause de la plus-value, en parenthèse, du bâtiment, avec une augmentation des taxes et tout. Donc, c'est difficile. Et quand le ministère, auparavant, a mis la responsabilité aux municipalités de faire des citations, de prendre en charge le patrimoine, ça avait été décrié par tous les organismes en patrimoine. Je faisais partie d'une société de patrimoine auparavant. On avait fait des mémoires décriant la situation et tout, puis la ministre à l'époque y a été de l'avant pour tout simplement se délaisser de cette responsabilité-là aux municipalités. Et les municipalités n'avaient pas les connaissances, n'avaient pas le financement, n'avaient pas l'expertise et souvent n'avaient pas d'intérêt. Pas dans toutes les municipalités, mais dans la grande partie des municipalités. Pas d'intérêt, étant donné que souvent les municipalités sont près des promoteurs. Donc, ils favorisent les promoteurs afin de permettre de démolir des vieux bâtiments et tout, et de construire quelque chose de flambant neuf, plus gros et plus coûteux, et pour avoir plus de taxes et tout. Donc, c'est pas entre les bonnes mains dans l'ensemble des municipalités et tout. Donc, il faudrait faire quelque chose, et ma crainte, et ainsi que beaucoup de gens dans le milieu, c'est que ce rapport-là aille directement sur une tablette, en voulant dire que la ministre va laisser passer et tout, et tout simplement rien faire. Et la situation a été décriée aussi dans les médias dernièrement, une lettre ouverte dans le Devoir, par Mme Félix Lambert, M. Serge Royal, et des associations comme Héritage Montréal, Fédération des sociétés d'histoire du Québec, l'Association des propriétaires maisons anciennes du Québec, craignant de leur part et tout, que ça aille sur une tablette et que rien de concret ne se fasse. Donc, il faut que la ministre puisse agir. Donc, alors, nous vous présenterons la suite de cette rencontre avec ce passionné du patrimoine bâti au cours des prochains jours. Mais pour l'instant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, il y a 10 décès survenus dans les dernières 24 heures qui se rajoutent aujourd'hui au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 1138 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 538 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 82 se retrouvent aux soins intensifs. Et dans l'anneau d'hier, le dernier bilan fait état de 162 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Et nous passons maintenant à notre première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 5 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Maryse Dubé. Bonne fête, Madame Dubé. Lors de l'enregistrement de Berthierville vous informe cette semaine, la mairesse de Berthier, Suzanne Nantel, a indiqué qu'un contrat a été accordé pour l'évaluation de 4 parcs de la municipalité. On l'écoute pour plus de détails. Il a aussi été résolu de mandater Loisirs et Sports Lanaudière pour la réalisation du programme Parcomètre pour 4 parcs municipaux, soit Kennedy, La Ferrière, Charles Bellumeur et de Vaudreuil, pour connaître la conformité de nos aires de jeu selon les normes de sécurité, ainsi qu'une liste de travaux à effectuer et de recommandations appropriées pour un aménagement adéquat et sécuritaire, et ce, au coût de 3 900 $. Restons dans le département des loisirs à Berthierville. La mairesse Nantel a aussi expliqué pourquoi la décision avait été prise de ne pas permettre aux citoyens de patiner au parc Vaudreuil cet hiver. Il a de plus été résolu que la patinoire extérieure sur la rue de Vaudreuil ne sera pas mise en opération pour la saison hivernale 2020-2021. Plusieurs éléments justifient notre décision, en ce sens, à savoir les mesures à mettre en place liées à la pandémie, les efforts déployés pour assurer l'ouverture de l'aréna et son maintien dans ce contexte instable, l'analyse aussi des statistiques de fréquentation et l'instabilité des conditions climatiques des dernières années, limitant l'utilisation de la dite patinoire. Récemment avait lieu la remise des prix Denise Lachance-Trudel. Nous vous présentons aujourd'hui une autre récipiendaire, Marie-Mé Côté. Bonjour. Déclic est un organisme qui croit en chaque personne et à ses compétences. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître les efforts de personnes impliquées dans le volet prévention du décrochage scolaire au primaire. Le prix Denise Lachance-Trudel nous permet de valoriser les efforts et la détermination d'une maman. Ce qui la caractérise, elle est à l'écoute des besoins particuliers de Maëva. Elle cherche des réponses et des solutions pour répondre aux difficultés d'apprentissage de sa fille. Elle s'implique auprès du professeur pour le bien-être de son enfant afin de faciliter sa réussite scolaire. Elle crée des outils afin de faciliter la gestion des émotions de sa fille. Avec son propre retour aux études, elle est un beau modèle de résilience pour ses filles. Marie-Mé a à cœur la réussite de ses filles. Elle a choisi de s'engager dans la démarche des petits succès afin de s'outiller face au cheminement scolaire de Maëva. Pour elle, la réussite et le bien-être de ses filles sont très importants. Travaillante, créative et organisée, elle fait tous les efforts nécessaires pour accompagner sa fille et lui faire vivre des réussites. Marie-Mé, Déclic est fière de te remettre le prix Denise Lachance-Trudel en signe de reconnaissance pour ta détermination et ta grande persévérance. Toute l'équipe de Déclic te remercie et te félicite. Ah ben moi, dans le fond,
c'est vraiment important pour moi. Le succès de mes enfants, c'est important pour moi qu'ils aillent à l'école. Puis surtout, Maëva qui a de la difficulté, puis que je force souvent à l'encourager, à aller plus loin. J'y explique c'est quoi les bonnes valeurs, puis c'est vraiment important pour moi. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 octobre, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Brûlé. Il était l'époux de Francine Tucker, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Francis Brûlé, Caroline Brûlé et son conjoint Steve Courchaine, de même que sa petite-fille Jennifer Brûlé et son conjoint William Lavoie-Morel, laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Céline Brûlé et son conjoint Guy d'Aragon, André Brûlé et sa conjointe Lynne Majot, Martial Brûlé et sa conjointe Sylvie Moreau, Carmen Brûlé feu Sylvain Huard, Louise Brûlé et son conjoint Michel Tremblay, Émile Brûlé, Michel Tucker, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville le samedi 14 novembre dès midi. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Et M. Brûlé sera ensuite inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors jeudi soir, ce sera plutôt nuageux avec quelques éclaircies, mais une température assez douce pour la saison, environ 10 degrés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un ciel variable, plutôt nuageux, est prévu là, avec un mercure de 6. Vendredi matin, ciel variable et 8 degrés Celsius. Vendredi après-midi, nuageux avec éclaircies et un beau 15 degrés quand même. C'est du beau temps pour aller racler quelques feuilles, sortir prendre une marche. Vendredi soir, ciel variable et encore 11 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un dernier bulletin d'information régionale de la semaine et merci de continuer de vous informer avec nous. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté.
On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée,